Bonjour et merci de participer au webinaire d'aujourd'hui au sujet de la revaccination avec les vaccins COVID-19 après une anaphylaxie. Ce webinaire portera sur les recommandations actualisées du Comité consultatif national de l'immunisation, ou CCNI, concernant les vaccinations des personnes qui ont eu des réactions allergiques immédiates graves aux vaccins COVID-19 ou à leurs composants. Je suis Annie-Florence Seelen, je suis infirmière autorisée à l'Agence de la santé publique du Canada et je serai la modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Pour débuter, je voudrais remercier nos hôtes d'aujourd'hui, Canvax, qui fait partie de l'Association canadienne de santé publique du Canada. Et Canvax soutient l'Agence de la santé publique du Canada dans l'application des connaissances pendant la réponse à la pandémie COVID-19. Avant de commencer le webinaire, j'aimerais reconnaître que Canvax est situé sur le territoire ancestral et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Ils sont les gardiens de cette terre depuis des millénaires et nous en sommes reconnaissants de l'exemple qu'ils nous donnent en matière de gestion de la terre et tout. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je voudrais vous mentionner quelques points d'ordre administratif. Si vous avez des questions concernant des difficultés techniques avec Zoom, veuillez contacter canvax.ca. Vous voyez l'adresse à l'écran en ce moment. Si plusieurs personnes rencontrent le problème sera abordé en direct ou à travers un message diffusé sur la portion du chat de Zoom. Alors, nous vous invitons à garder un œil sur cet onglet-là. Il pourrait y avoir aussi d'autres communications de nos autres durant le webinaire à travers l'onglet chat. À la fin de la présentation d'aujourd'hui, il y aura une session de questions et réponses qui portera sur les recommandations actualisées du CCNI sur la revaccination avec les vaccins COVID-19 après une anaphylaxie. Nous vous demandons de limiter vos questions à ce sujet-là et de nous poser des questions génériques autant que possible plutôt que des questions au cas par cas. N'hésitez pas à soumettre ou à voter pour les questions qui sont destinées aux présentateurs dans la boîte de questions et réponses à n'importe quel moment durant le webinaire et nous verrons les questions que nous pourrons répondre à la fin. C'est très possible que nous n'ayons pas le temps de répondre à toutes les questions que vous aurez, mais nous vous sommes très reconnaissants d'ailleurs de nous les poser. Notre webinaire est enregistré, il va être disponible sur le site canvax.ca et sur la chaîne YouTube de l'Association canadienne de santé publique quelques jours après la présentation d'aujourd'hui. Les diapositives de la présentation seront aussi partagées avec vous. Nous aimerions avoir vos commentaires à la fin pour pouvoir faire une évaluation. Veuillez remplir le sondage d'environ 5 minutes après le webinaire. Nous vous enverrons un courriel vous invitant à compléter l'évaluation à la suite du webinaire. Finalement, si vous n'êtes pas inscrit encore à Canvax ou abonné à leur bulletin d'information, nous vous invitons à le faire dès aujourd'hui. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Donc, voici les divulgations pour la présentation d'aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Dr. Jocelyne Zafak. La Dr. Jocelyne Zafak est épidémiologiste principale à l'Agence de la santé publique du Canada et elle travaille sur la sécurité des vaccins COVID-19. Elle est également chargée de cours au département de médecine sociale et préventive à l'Université Laval. Elle a travaillé sur l'immunisation et les maladies infectieuses au Centre de recherche CHU de Québec, Université Laval. Prochaine diapo. Donc, à la fin du webinaire d'aujourd'hui, vous devriez être en mesure d'expliquer les recommandations du 22 octobre du Comité consultatif national de l'immunisation concernant la revaccination des personnes ayant présenté une réaction allergique immédiate et sévère, par exemple une anaphylaxie, après l'administration d'un vaccin COVID-19 ou d'un de ses composants. Vous pourrez examiner les preuves et le raisonnement à l'appui de ces recommandations. Et vous pourrez localiser des ressources pour faciliter la vaccination ou la revaccination sécuritaire des personnes qui ont présenté une réaction allergique immédiate sévère, comme l'anaphylaxie à la suite de l'administration d'un vaccin contre la COVID-19 ou d'un de ses composants. Prochaine diapo.
Oh, et avant de continuer, je veux aussi mentionner, j'ai oublié de mentionner que la docteure Elissa Abrams va nous rejoindre aussi pour la partie des questions et réponses à la fin de la présentation. Euh, je procéderai à un petit peu plus de détails sur ça plus tard. Donc, je vous donne le micro, docteur Zavak. Merci Annie de m'avoir passé la parole et merci à tout le monde de participer à ce webinaire aujourd'hui. Donc, pour commencer ma présentation, je vais donner un bref aperçu de l'anaphylaxie. Donc, ceci afin d'indiquer que l'anaphylaxie, c'est un diagnostic clinique, donc qui est basé sur un ensemble de signes et symptômes que le patient peut avoir, mais que le mécanisme biologique à l'origine de ces différents signes et symptômes vont varier, tel qu'on va le voir un peu plus tard dans la présentation. Donc, les signes de l'anaphylaxie alors peuvent inclure, mais ne se limitent pas à des symptômes cutanés, comme l'urticaire ou le gonflement du visage, de la langue, à des symptômes respiratoires qui peuvent être une respiration sifflante ou une difficulté à respirer, à des symptômes gastro-intestinaux tels que les vomissements ou bien à des symptômes cardiovasculaires comme un choc anaphylactique ou bien une baisse du niveau de conscience chez le patient. Donc, en général, pour pouvoir considérer que c'est une anaphylaxie, il faut que les symptômes touchent deux systèmes différents. Et l'anaphylaxie est connue pour être une réaction qui va arriver très rapidement après l'exposition avec l'allergène. Donc, on sait que la plupart de ces réactions allergiques immédiates sévères, les plus graves, vont survenir dans les 30 minutes qui vont suivre la vaccination. En partie parce que la vaccination, c'est un produit injectable et dont le contact avec l'allergène se fait assez rapidement. Mais les consensus internationaux peuvent étendre la date limite de surveillance à plus de 30 minutes. Donc, on va le voir plus tard dans la présentation que ça peut être étendu au-delà de 4 heures, par exemple. Donc, prochaine diapositive. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les mécanismes physiopathologiques qui vont aboutir à ces mêmes signes et manifestations cliniques que le patient peut avoir sont différents. Donc, je m'excuse d'abord parce que sur la diapositive, l'image est en anglais, parce que dans l'article original a été publié en anglais, mais nous sommes actuellement en train de faire des démarches afin d'obtenir des autorisations pour pouvoir vous fournir une traduction en français. Si nous parvenons à les obtenir, la version de la présentation qui sera déposée en ligne comportera cette image traduite en français. Donc, globalement, sur cette image, ce que vous devez voir à la gauche, c'est ce qu'on va appeler des mécanismes qui vont être médiés par les immunoglobulines E, IgE, donc on va appeler donc des mécanismes IgE médiés, donc où l'allergène va donc activer des cellules, des lymphocytes B matures qui vont relâcher dans des anticorps IgE qui vont s'attacher aux mastocytes et entraîner dans une dégranulation. Et c'est la dégranulation donc qui va être à l'origine des manifestations cliniques de l'anaphylaxie dont nous avons brièvement parlé auparavant. Bien que les mécanismes IgE médiés soient les mécanismes les plus fréquents, il existe également des mécanismes non IgE médiés qu'on va parfois appeler non allergiques, qui vont tous autant aboutir donc à une activation des mastocytes avec une dégranulation, mais en utilisant divers mécanismes, comme par exemple un mécanisme à travers le, le complément. Et en général, dans ces mécanismes non IgE médiés, il y a d'autres cofacteurs qui peuvent entrer et participer dans la survenue de la réaction, notamment le stress, l'infection, euh, la quantité d'allergènes avec lesquels le patient était en contact. Dans cette présentation, il était important de faire la distinction entre les mécanismes IgE médiés et non IgE médiés parce qu'une caractéristique spécifique des mécanismes IgE médiés, c'est qu'ils ont un risque de récidive de l'événement au prochain contact avec l'allergène qui est beaucoup plus important, alors qu'en général, pour les mécanismes non IgE médiés, ce risque de récidive est beaucoup moins important. Et c'était important à noter dans le cadre de cette présentation parce que les nouvelles données qui ont été produites sur les réactions allergiques immédiates sévères survenant après les vaccins contre la COVID-19 ont montré que dans la plupart des cas, les réactions ne semblent pas être médiées
par les immunoglobulines E et sont donc moins susceptibles de réapparaître lors des expositions aux futures doses de vaccin. La prochaine diapositive. Donc maintenant, concernant l'incidence de l'anaphylaxie qui a été observée après l'administration des vaccins contre la COVID-19, dont les taux d'anaphylaxie qui ont été estimés dans les différentes études sont variables et vont dépendre, entre autres, des différents critères de diagnostic qui ont été utilisés. Donc, en général, dans le cadre de la surveillance de la sécurité des vaccins, on va utiliser les définitions de la collaboration Brighton, mais d'autres définitions provenant d'associations d'allergologues, allergistes et immunologistes à travers le monde ont également été proposées pour pouvoir caractériser l'anaphylaxie et sont souvent utilisées dans les différentes études. Donc, ce qui fait que le taux d'incidence de ces réactions allergiques graves au vaccin ARN messager contre la COVID-19 a été estimé à des taux qui vont varier de 2 à 10 cas par million de doses administrées. Mais quand on parle de 2 ou de 10 cas, vu qu'il s'agit de millions de doses, c'est un événement qui reste très rare dans toutes les études d'estimation qui ont été faites jusque-là. Le taux d'incidence pour les vaccins à vecteur viral a été estimé à environ 4,5 cas par million de doses. Et ce qu'il faut noter, c'est que bien que très rare, l'incidence de l'anaphylaxie après les vaccins contre la COVID-19 reste quand même supérieure à celle qui était estimée avec les autres vaccins qui ne sont pas dirigés contre la maladie, contre la COVID-19. Et là, en général, l'incidence a été estimée à environ 1,3 cas par million de doses. La diapositive suivante. Donc maintenant, si on regarde les données de déclarations qui ont été reçues au niveau du Canada concernant les réactions immédiates graves et sévères après la vaccination contre la COVID-19, donc dans le cadre de cette surveillance canadienne, on a utilisé la définition Brighton, notamment les critères 1 à 3. Et en date du 29 octobre 2021, il y avait 539 cas d'anaphylaxie au total. Donc, pour tous les vaccins qui ont été utilisés sur le territoire canadien qui avaient été rapportés, et aucun des décès n'avait été enregistré en lien avec ces différentes réactions-là. Donc maintenant, lorsqu'on regardait les taux spécifiques à chaque type de vaccin, pour le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech, le taux avait été estimé à 10 cas par million de doses. Pour le vaccin Spikevax de Moderna, il a été estimé à 7,8 par million de doses et à 7,5 cas par million de doses pour le vaccin Vaxrevia d'AstraZeneca ou Covishield. Et globalement, donc, pour tous ces vaccins-là, on avait un taux estimé à 9,3 cas par million de doses. La prochaine diapo. Donc maintenant, au tout début de la pandémie, lorsque ce signal de réaction a été observé, afin de pouvoir mieux comprendre quelle pouvait en être la cause potentielle, on a regardé les différents composants contenus dans les différents vaccins contre la COVID-19 afin d'identifier des excipients qui avaient été identifiés comme des allergènes dans d'autres produits. Notamment, on avait identifié le polyéthylène glycol ou PEG qui est contenu dans les vaccins à ARN messager de Pfizer ou de Moderna. Et on a également identifié la trométamine qui est contenue dans le vaccin Moderna et le polysorbate 80 qui est contenu dans les vaccins à vecteur viral tels que le vaccin produit par AstraZeneca. Donc, ils avaient été identifiés initialement comme des allergènes potentiels contenus dans ces différents vaccins. Mais ce qui était à noter, c'est que c'était des allergies à ces produits étaient extrêmement rares, des allergies confirmées étaient extrêmement rares. Parce que tel que vous pouvez le voir mentionné dans la colonne tout à la droite de la diapositive, ce sont des produits ce sont des ingrédients qui sont contenus dans beaucoup de produits d'utilisation courante et pour laquelle la majorité des individus ont déjà été en contact. Donc maintenant, quand on a avancé beaucoup plus loin dans la connaissance de ces différentes réactions, on s'est rendu compte que
dans la majorité des cas, ces différents ingrédients-là ne semblaient pas être impliqués dans la réaction présentée par les patients. Et les tests cutanés qui ont été effectués chez les différentes personnes ayant présenté des réactions allergiques sévères immédiates au vaccin à ARN messager, ça suggérait que, tel que je l'ai précisé précédemment, la majorité de ces réactions ne sont pas médiées par les immunoglobulines E. Diapositive suivante. Donc ici, je vais brièvement présenter 4 principales études qui montrent, qui décrivent des cas où des patients ont présenté des réactions allergiques immédiates sévères et ont reçu des doses subséquentes de vaccin. Il y a plusieurs études qui ont été publiées, mais on a fait une sélection de ces 4-ci principalement. Dans la première qui a été faite par Krantz et collaborateurs, donc ils avaient au total initialement 189 personnes, dont 39 remplissaient les critères pour être considérés comme une anaphylaxie. Donc 159 de ces participants ont été revaccinés et parmi les 159 participants revaccinés, il y en avait 19 donc, qui remplissaient ces critères d'anaphylaxie. Donc, les auteurs ont conclu que tous les 159 participants ont toléré la seconde dose. Et ce qu'ils ont appelé tolérance, c'est qu'ils ont soit présenté aucun symptôme ou ont présenté des symptômes qui étaient légers après la revaccination, qui se sont résorbés d'eux-mêmes ou avec l'administration d'antihistaminiques. Donc, notamment, 20% de ces 159 participants ont eu quelques symptômes allergiques légers qui se sont résorbés ou bien qui ont nécessité l'administration d'antihistaminiques. Dans la deuxième étude de Kessel et collaborateurs, là, on avait 18 participants, dont environ 37% remplissaient les critères d'anaphylaxie. Donc, chez 18 participants, ils ont réalisé des tests cutanés avec le vaccin proprement dit chez 15. Et chez 16 participants, ils ont aussi réalisé des tests cutanés avec le polyéthylène glycol. Donc, tous les 18 participants ont été revaccinés et la revaccination a été bien tolérée. Seuls 4 participants ont eu une réaction immédiate après la deuxième dose de vaccin, qui était plus légère que la réaction initiale et aucun d'eux n'a eu besoin d'administration d'épinéphrine ou de visite aux urgences. La troisième étude par Krantz et collaborateurs, là, il y avait 47 participants, dont 8 remplissaient les critères d'anaphylaxie. Et dans cette étude-là, les allergies au polyéthylène glycol ont été exclues chez ceux qui avaient présenté dans ces réactions après l'administration de la première dose, donc soit grâce à des tests cutanés, des tests de provocation ou un historique de tolérance. Donc, tous les 8 participants qui remplissaient les critères d'anaphylaxie ont toléré la deuxième dose sans aucune réaction ou avec une réaction qui était nettement plus faible. Dans la dernière étude de Kelso et collaborateurs, qui comportait uniquement 4 participants, mais qui étaient inclus ici, parce que c'était des participants qui avaient présenté des réactions allergiques systémiques, donc avec un degré de sévérité assez élevé. Il y a eu un des patients qui a nécessité des soins intensifs. Donc, parmi ces 4 patients-là, les tests cutanés à la piqûre et intradermiques étaient négatifs, indiquant ainsi que la réaction n'était probablement pas IgE-médiée. Et 3 sur 4 des participants ont reçu une dose ultérieure et tout comme dans les études précédentes, ils n'ont pas eu de symptômes ou des symptômes légers après la revaccination. Prochaine diapositive. Donc, initialement, jusqu'au 28 septembre 2021, le CCNI, dans le Comité consultatif national sur l'immunisation, avait fait des recommandations qui étaient basées aux informations préliminaires qu'on avait sur ces réactions-là. Au moment où on ne connaissait pas, donc on avait fait des recommandations pour les différents vaccins autorisés contre la COVID-19 ici au Canada, ils ne devaient pas être proposés systématiquement aux personnes ayant eu des antécédents de réactions allergiques graves après l'administration d'une dose précédente de vaccin. Donc, lorsqu'un patient avait présenté une réaction allergique grave suite à l'administration de vaccin à ARN messager,
on leur recommandait donc de prendre un vaccin à vecteur viral. Et lorsque la réaction précédente avait été suite à l'administration d'un vaccin viral, on leur recommandait de changer de plateforme pour prendre un vaccin à ARN messager. Et ceci était basé sur le fait que tel qu'on l'a présenté initialement en prenant en compte les différents excipients, les allergènes potentiels qui étaient suspectés étaient différents selon les différents types de plateformes. Et dans cette recommandation initiale, on demandait que si l'évaluation jugeait que les avantages l'apportaient pour les risques pour l'individu et si on obtenait un consentement éclairé, le vaccin contre la COVID-19 donc d'une plateforme différente pouvait être utilisé. Et le vaccin ne devait pas être proposé de manière systématique aux personnes qui avaient un historique de réactions allergiques à l'un des composantes de ces vaccins-là ou de son contenant. Donc, par exemple, une réaction allergique de type anaphylactique confinée contre le polyéthylène glycol ou la trométamine. Donc, lorsque le patient déclarait ça, on ne devait pas lui administrer le vaccin spécifique qui contenait l'ingrédient auquel il était potentiellement allergique. Prochain diapo. Donc, ce que je viens de présenter là, c'était dans les recommandations initiales avant le 28 septembre. Mais suite aux nouvelles évidences qui ont été présentées et recueillies, le CCNI a renouvelé ses recommandations en date du 22 octobre, tel que vous le voyez précisé à côté de l'étoile. Et ces recommandations-là détaillées sont disponibles sur le site du gouvernement du Canada, la section réservée au Comité consultatif national de l'immunisation. Et je vais maintenant vous présenter les recommandations mises à jour un peu plus en détail dans les diapositives suivantes. Prochaine diapo. Donc, depuis le 22 octobre et prenant en compte dans les nouvelles évidences qu'on a eues sur ces réactions allergiques, le CCI recommande que chez les personnes qui ont des antécédents de réactions allergiques immédiates, donc ici, le caractère immédiat a été défini comme dans les 4 heures qui suivent après la vaccination. Donc, ceux qui ont eu des antécédents de réaction après une dose antérieure de vaccin à ARN messager. Donc, étant donné les évidences, on constate qu'une revaccination peut être proposée avec le même vaccin à ARN messager ou un autre vaccin à ARN messager si une évaluation des risques estime que les avantages l'emportent sur les risques pour l'individu et s'il fournit son consentement éclairé. Donc, dans le cas où une vaccination avec une dose de vaccin doit être réalisée, une consultation avec un allergologue ou un autre médecin possédant l'expertise appropriée doit être effectuée afin de pouvoir procéder à la revaccination. Prochaine diapositive. Donc, en cas de revaccination, l'administration du vaccin doit se faire dans un cadre contrôlé qui dispose donc du matériel et de l'expertise pour la prise en charge de l'anaphylaxie. Et les personnes doivent être observées au moins 30 minutes après la revaccination. Cependant, on a parlé d'une période de moins 30 minutes, mais elle peut être prolongée si le patient présente des symptômes qui suggèrent un événement indésirable en cours d'évolution à la fin de la période d'observation de 30 minutes. Donc, le médecin en consultation avec son patient peut décider de la durée d'observation, mais elle doit être au minimum de 30 minutes. La diapositive suivante. Donc maintenant ici, je vais vous présenter la recommandation qui a été mise à jour et qui cette fois concerne les vaccins à vecteur viral. Donc chez les personnes ayant des antécédents de réaction allergique immédiate de type anaphylactique survenant dans les 4 heures après la vaccination, avec un vaccin à vecteur viral, là la revaccination peut être proposée avec un vaccin utilisant une plateforme à ARN messager. Ici aussi, pour chaque patient de manière individuelle, on va faire l'évaluation des bénéfices et des risques pour être sûr que les bénéfices pour ce patient l'emportent sur les risques pour le patient et un consentement éclairé doit être fourni. Et dans ce cas, la revaccination, le patient doit être observé au moins 30 minutes après sa revaccination. La prochaine diapositive. Donc maintenant, concernant les personnes qui
déclarent avoir une réaction, une allergie à l'un des composants du vaccin ou son contenant. Donc, pour ces gens-là, il est recommandé donc de consulter un allergologue avant de recevoir le vaccin spécifique contre la COVID-19 avec le produit auquel ils sont potentiellement allergiques. Donc, ceci parce que, comme on l'a vu précédemment, certains de ces patients-là peuvent même recevoir le vaccin contenant l'allergène potentiel. Par contre, pour les personnes qui sont allergiques, par exemple, à la trométamine, qui est présente dans le vaccin produit par Moderna, ils peuvent recevoir sans problème le vaccin produit par Pfizer BioNTech parce que ce vaccin-là ne contient pas de la trométamine. Et pour les personnes allergiques au polysorbate, qui sont présents dans les vaccins à vecteur viral, ils peuvent recevoir n'importe lequel des vaccins ARN messager parce que ces deux vaccins à ARN messager ne contiennent pas de trométamine. Ceci pour les vaccins autorisés chez les personnes âgées de 12 ans et plus. Prochaine diapositive. Donc maintenant, ça concerne des personnes qui pourraient déclarer avoir d'autres types d'allergies, notamment des allergies alimentaires, environnementales ou à d'autres médicaments. Donc ces personnes-là peuvent recevoir euh, des doses de vaccins sans aucune précaution particulière. Donc ça, le CCNI réaffirme ses recommandations précédentes concernant ces différents patients-là. Maintenant, pour les personnes qui ont des réactions qui n'étaient pas sévères au vaccin contre la COVID-19, pour ceux qui ont des allergies qui ont été suspectées et qui n'ont pas été prouvées, ou pour ceux qui ont présenté des allergies sévères à des produits injectables mais qui n'étaient pas les vaccins contre la COVID-19, en général, les patients peuvent être revaccinés avec une période d'observation d'au moins 30 minutes après la vaccination. Prochaine diapositive. Donc maintenant, en résumé de la présentation qui précède, donc tel que je l'ai dit, en raison des preuves émergentes qui indiquaient que les individus ayant présenté des réactions de type anaphylactique suite à l'administration d'une dose précédente de vaccin, dont les nouvelles évidences ont montré qu'ils peuvent recevoir de manière sécuritaire des doses de vaccin dont le CCNI a donc revisé sa recommandation sur les contre-indications et les précautions euh, lors de l'usage des vaccins contre la COVID-19 afin de préciser que ces individus peuvent être vaccinés et que dans les différentes situations dont il faut faire une évaluation des bénéfices et des risques pour le patient, lui permettre d'offrir un consentement éclairé et que la revaccination doit se faire en consultation avec un allergologue ou un médecin ayant l'expérience nécessaire en matière d'anaphylaxie. Donc, si le patient est revacciné, ça doit se faire dans un milieu contrôlé disposant de l'expertise et du matériel nécessaire pour la prise en charge de l'anaphylaxie et les personnes doivent être observées pendant au moins 30 minutes. Prochaine diapositive. Donc, quelques informations pratiques vous permettant de pouvoir mettre en application les recommandations du CCNI. Donc, on vous propose sur cette diapositive différentes ressources où vous pouvez trouver des informations sur la revaccination, notamment sur le site de la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique qui met des informations qui sont régulièrement mises à jour sur les vaccins contre la COVID-19 et les allergies. Également, provenant de la Société canadienne d'allergie et d'immunologie, ils avaient donc émis des directives en avril 2021 qui vont être mises à jour très bientôt. Donc, je vous invite à aller sur leur site pour pouvoir voir les directives mises à jour. Et également, ici au Canada, nous avons le réseau de cliniques spécialisées en vaccination, qui est un réseau de cliniques qui se trouve dans différentes villes à travers le Canada et où vous allez trouver des médecins avec l'expertise dans les différents patients. Si vous ne disposez pas de l'expertise pour procéder à la revaccination, vous pouvez aller sur le site du réseau de cliniques spécialisées et trouver quelle est la clinique la plus proche de chez vous et référer le patient à cette clinique-là. Prochaine diapositive.
Je vais passer la parole à Annie pour le reste de la présentation. Merci. Merci beaucoup, Jocelyne. Bon, en conclusion à ce webinaire, nous vous invitons aussi à aller chercher des outils additionnels pour la gestion de manifestations cliniques indésirables possibles. Donc, si ça passait avec l'un de vos cas, on vous invite à signaler ces cas pour qu'on puisse faire les études épidémiologiques des MCI au point de vue provincial et aussi territorial et national. Les liens qui sont sur la diapo que vous voyez en ce moment vont être directement liés au site web où vous pouvez se faire. Quand vous pourrez faire le téléchargement des diapositives dans quelques jours, nous vous invitons à aller consulter ces liens. Diapositive suivante. Nous voulons aussi nous assurer que vous connaissez l'existence d'un programme de soutien pour les victimes pour les victimes d'une vaccination. Donc, c'est pas, la traduction est un petit peu bon, elle n'est pas parfaite, je m'excuse de ça. Mais en gros, le programme est en présence pour indemniser les personnes qui, dans des rares cas, auraient pu subir une blessure grave ou permanente à la suite d'un vaccin qui est autorisé par Santé Canada et qui est reçu au Canada. Vous pouvez consulter le site web qui est sur la diapo présente, donc soutienvictimevaccination.ca /FR pour obtenir de l'information complète au sujet de ce programme-là et de tout le processus qui y est associé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bon, alors, nous avons une période de questions et réponses durant laquelle Dr. Zafak et aussi Dr. Abrams pourront répondre aux questions que vous avez. Dr. Abrams, je ne vous l'ai pas introduite plus tôt, je le fais maintenant. Donc, elle nous rejoint pour cette partie de la présentation. Elle est une médecin spécialiste du Comité consultatif national de l'immunisation. Elle est aussi professeure adjointe au département de la pédiatrie dans la section des allergies et de l'immunologie clinique à l'Université du Manitoba. Elle est présidente de la section des allergies de la Société canadienne de pédiatrie. Alors, et merci, Dr. Zafak, pour la présentation. Nous passons maintenant à la période de questions-réponses. Je voudrais vous rappeler que la session se déroule à travers l'onglet Q&A de Zoom. Vous pouvez cliquer, vous pouvez voir en bas de votre page vers le centre, c'est un petit onglet, vous cliquez dessus, vous pouvez demander vos questions en direct. Vous pouvez, puis on vous demande aussi que les questions soient sur le sujet de la présentation d'aujourd'hui, donc la revaccination des personnes ayant eu des réactions immédiates et graves à la suite d'une vaccination à la COVID-19. Si vous avez des questions qui ont déjà été posées par vos pairs durant le webinaire, vous pouvez cliquer sur le pouce vers le haut et ça va escalader, donc prioriser les questions qui sont déjà posées. Nous essaierons de répondre à toutes les questions autant que possible. Nous avons du temps en ce moment. Si vous avez des questions à rajouter, nous en avons reçu aussi qu'avant le webinaire et maintenant que nous pouvons répondre. OK, donc notre première question, donnez-moi un petit instant. C'est une question qui nous est venue avant le webinaire, mais aussi durant le webinaire. On se demande, est-ce que la prémédication avec des antihistaminiques est recommandée avant la revaccination d'une personne qui a reçu précédemment une dose de vaccin COVID-19 et qui a eu une réaction allergique grave et immédiate. Donc, si les histaminiques sont recommandés, pourriez-vous nous expliquer un peu comment ça fonctionnerait? Donc, quels médicaments seraient indiqués, puis à quel moment on donnerait les antihistaminiques avant la revaccination? Oui, je vais commencer. Et vu que je partage cette période de questions avec le docteur Abrams, qu'elle se sente libre d'intervenir si elle a des commentaires additionnels à faire. Donc, avec les connaissances actuellement qu'on a, l'utilisation des antihistaminiques en prémédication n'est pas recommandée parce qu'on n'a pas d'évidence qu'elles permettent d'empêcher la survenue de réactions de type allergique après la revaccination, de un, et de deux, elles pourraient même avoir un effet néfaste dans la mesure où la prise d'antihistaminique peut masquer certains symptômes, particulièrement les symptômes cutanés, qui peuvent
éventuellement survenir. Donc, généralement, ce qui est conseillé le plus souvent, c'est de ne pas prendre d'antihistaminique en prémédication. Maintenant, si le patient présente certains symptômes après la revaccination, là, on peut lui administrer, si les antihistaminiques sont indiqués pour le type de symptômes qu'il présente, on peut lui recommander donc de prendre des antihistaminiques. Donc, et dans les études que j'ai décrites précédemment, il y a certains patients qui ont reçu justement des antihistaminiques pour présenter des symptômes. Et ceci est d'autant plus indicatif que ce n'était pas une anaphylaxie, parce que si les médecins qui supervisaient leur revaccination avaient estimé qu'il s'agissait d'une réaction anaphylactique après la revaccination, ils auraient plutôt recommandé l'utilisation d'épinéphrine et non pas d'antihistaminique. C'est exactement ça. Je n'ai rien à ajouter. Une petite chose d'autre, si des antihistaminiques sont utilisés, on ne recommande pas les antihistaminiques sédatifs comme Benadryl. Est-ce que, Dr. Abraham, je vois qu'on n'a pas beaucoup de questions. Est-ce que ce serait possible de nous dire, de nous donner la raison pour laquelle on ne recommande pas le Benadryl pour la gestion de l'anaphylaxie en ce moment? Oui, je peux. Alors, je vais essayer en français. J'étais bilingue quand j'étais plus petite, pas encore, mais je vais essayer. Si je rencontre des problèmes, je demanderai à Jocelyne de traduire. Si ça me fait plaisir de vous aider aussi. OK. Alors, en général, on ne recommande pas les antihistaminiques sédatifs parce qu'un symptôme d'anaphylaxie, c'est la sédation. Alors, si vous prendrez le Benadryl et vous dormir, vous devenez sédated, on ne sait pas si c'est la progression de l'anaphylaxie ou si c'est un side effect de la médication. Alors, ça devient très difficile, si je comprends bien, de différencier entre la réaction anaphylactique et les effets secondaires de la médication, donc du Benadryl, quand on parle les antihistaminiques de première génération qui peuvent nous causer de la sédation. Et c'est important pour cette raison-là de donner un antihistaminique, possiblement comme plus récent, troisième génération, si je me souviens bien, qui ne cause pas autant d'effets secondaires. Exactement. Avez-vous quelque chose à rajouter, Dr. Zafak? Non. Super. D'accord. Une autre question qu'on a reçue avant le webinaire, c'est qu'on se demande si les personnes qui ont eu des réactions allergiques immédiates et graves au vaccin contre la COVID ou à ces ingrédients, est-ce qu'ils vont être obligés de recevoir le vaccin, de recevoir une deuxième dose au vaccin, puisque certaines réactions allergiques ne sont pas... je redis ça, je m'excuse, la question est un peu formulée de manière difficile. Donc, si on a eu une réaction allergique immédiate et sévère à la suite d'un vaccin et qu'on souhaite avoir un passeport vaccinal, comment est-ce que les recommandations du CCNI vont peut-être changer mon potentiel d'avoir un passeport vaccinal, donc si je ne reçois pas cette deuxième dose-là? En fait, le CCNI émet des recommandations et c'est les différentes autorités de santé publique dans les provinces et territoires, organisations ou les professionnels de santé qui les lisent et les interprètent. Donc, le comité consultatif national n'a aucun impact et n'a pas de pouvoir décisionnel sur les exemptions ou les exigences pour les passeports vaccinaux. Donc, pour cela, chaque personne doit pouvoir se référer aux recommandations qui sont spécifiques à sa province ou à son organisation. Oui, exactement. Je vous donne une dernière chance de poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Et pendant ce temps, je vous invite encore une fois à télécharger la présentation PowerPoint qui est ici présente. Vous aurez toutes les références qu'on a utilisées pour produire le webinaire d'aujourd'hui. Non, on n'a pas de questions additionnelles, donc ça va clore la période des questions et réponses pour aujourd'hui. J'aimerais remercier... Oups, on a peut-être quelque chose qui vient d'arriver. Donne-moi une seconde. On
on ne pourra pas répondre à cette question en ce moment sur la disponibilité des vaccins, vu qu'on n'a pas de spécialistes en ce moment en ligne sur l'approvisionnement des vaccins. Je m'en excuse. Je vous invite à consulter votre unité de santé publique locale, votre autorité de santé publique pour vérifier la disponibilité des vaccins là où vous êtes situé. Donc, pour récapituler, je vous remercie, Dr. Zafak, Dr. Abrahams, d'être venu présenter aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Je remercie tous les participants d'être venus aussi aujourd'hui. Nous espérons que les informations que vous avez obtenues dans le webinaire vous aideront dans votre pratique. Nous vous tenons à vous remercier aussi particulièrement en raison de tous les efforts que vous avez déployés durant la pandémie de COVID-19 et vous apprécions votre collaboration continue là-dedans. Et puis, finalement, visitez canvax.ca pour revoir ce webinaire ou le partager avec vos collègues de travail dans le futur très prochain. Et veuillez remplir la courte évaluation qui vous sera envoyée lorsque vous quitterez le webinaire. Les évaluations sont très importantes pour nous aider à informer les sujets et aussi comment est-ce qu'on va planifier nos webinaires futurs. Je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.